Bonsoir et bienvenue dans cette 8e édition EDC Talk. On se trouve aujourd'hui dans un endroit assez spécial, vous allez d'ailleurs peut-être l'entendre, on est tout près de la gare de Fribourg. On se trouve actuellement sur le site de Blue Factory, plus précisément dans la camionnette Seine qui se trouve juste à côté des monteurs. Une camionnette qui a été construite justement ces dernières années par Guillaume Prin, c'est ça. Et aujourd'hui, on va parler justement de la production dans les arts vivants, dans les arts de la scène. On va vraiment s'axer plutôt justement sur ces arts-là, tout ce qui est spectacle, art de la scène. Et j'ai avec moi deux invités pour discuter de ces thématiques avec moi, Jacqueline Corpato et Philippe Trinchant. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et puis d'être là avec nous ce soir. Jacqueline Corpato, vous êtes la co-créatrice et actuellement administratrice du théâtre de l'Écrou, c'est juste? Absolument, c'est juste. Vous êtes aussi comédienne et depuis l'année passée, depuis sa création, aussi présidente de la FAV, la Fédération des Fribourgeoises des Arts Vivants. Voilà. Et Philippe Trinchant, vous êtes le chef du service de la culture du canton de Fribourg et aussi également président de la CORODIS, la commission romande de diffusion des arts vivants, c'est ça, hein? Voilà. Exactement, des spectacles. Ouais. Alors je vous ai vouvoyé, hein, mais on peut se tutoyer, hein, voilà. Par réflexe, j'ai fait ça. Je suis désolé, ça vous va très bien. Va très bien. Magnifique. Alors Jacqueline, vous aimeriez commencer par Ah bah c'est bien, on commence avec un vous, c'est parfait. Ah bah voilà, ouais, je suis désolé, c'est vraiment les réflexes. Est-ce que tu aimerais commencer en nous expliquant un petit peu, peut-être revenir un peu sur ton parcours, sur la création de ce théâtre de l'Écrou, et aussi justement sur la création de la FAV. Très bien, j'ai 1h30 pour en parler. Voilà, c'est bon, on est bon. Eh oui, alors le théâtre de l'Écrou, eh bien oui, ça fait partie d'un Fribourg culturel presque antédiluvien aujourd'hui, hein, parce que ça date de 35 ans, 1987. Ouais. Fribourg ne ressemblait pas, le Fribourg culturel de l'époque ne ressemblait pas au Fribourg culturel d'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi ? Parce que la plupart des acteurs culturels de l'époque allaient se former souvent ailleurs, voire dans d'autres pays, parce qu'on n'avait pas les hautes écoles dont on peut bénéficier aujourd'hui dans ce pays, bien évidemment. Et la plupart du temps, les Fribourgeois ne revenaient pas sur ce terrain culturel, parce qu'on n'était pas doté, évidemment, des outils dont on peut se targuer aujourd'hui, avec beaucoup de fierté d'ailleurs, parce que vraiment on peut dire que dans ces 3 dernières décennies, Fribourg a fait un pas de géant, notamment dans le domaine culturel, dans d'autres domaines aussi bien évidemment, mais c'est celui-là qui nous intéresse. Voilà, moi je me suis formée à Paris avec la personne qui à l'époque avait cofondé la compagnie, qui s'appelle Anne-Laure Vielli, avec laquelle j'ai travaillé pendant 12 ans, puisqu'on s'est quitté en 99, et que depuis cette date-là, je dirige seule la compagnie du théâtre de l'Écrou, qui a pour particularité, moi je ne suis pas une metteuse en scène, la plupart du temps les metteurs en scène ou metteuses en scène sont à la tête d'une compagnie, ce n'est pas mon cas, moi je suis comédienne et j'engage donc des collaborateurs artistiques pour des productions en fonction des envies, des coups de cœur, des fidélités artistiques que j'ai envie de poursuivre. Voilà. Alors, juste pour clarifier aussi, tu parles de compagnie, mais tu parles aussi de théâtre. C'est un lieu ou est-ce que c'est vraiment une compagnie qui Alors, c'est une produit... compagnie. Voilà. C'est une compagnie qui, dans les productions, la plupart du temps, les créations sont accueillies à Nuitoni, puisque c'est le lieu, évidemment, assez idéal pour ce genre de choses. Ouais. Non, ça s'y prête bien. Ouais. Absolument. Super. Merci beaucoup. Et Philippe, est-ce que tu aimerais aussi, toi, nous parler de qu'est-ce qui est ton travail en soi au service de la culture et aussi de cette CORODIS? Volontiers, moi j'aimerais commencer peut-être par un aspect un peu plus personnel, parce que avant d'arriver il y a 9 ans en fait au service de la culture, je crois je suis un peu un touche-à-tout et j'ai plutôt des intérêts très divers et je croyais connaître un peu la culture, et je dois dire que durant les 9 ans de service, j'ai découvert en fait un monde extraordinairement riche à Fribourg. Et c'est cette chance en fait et un honneur en fait d'être chef du service de la culture, c'est-à-dire en fait de conduire l'encouragement de la culture, c'est-à-dire la mission que l'État se donne en fait à soutenir, à financer, à administrer la culture dans le canton, le secteur culturel dans le canton. C'est
une partie, donc c'est par exemple le financement de projets, et puis de l'autre partie, et en fait c'est la partie dont on parle le moins, mais qui occupe le plus en fait toutes mes journées, c'est de conduire en fait les institutions culturelles de l'État, c'est-à-dire la bibliothèque cantonale universitaire, les deux musées, le musée d'art et d'histoire et le musée d'histoire naturelle, ainsi que le conservatoire de musique de Fribourg, et qui sont en fait les 4 institutions majeures. Et puis il y a également une fondation qui s'appelle la Fondation du Château de Gruyère, également, qui est la 5e en fait, institution culturelle de l'État. Il y a encore les archives de l'État. Je les avais en fait au départ dans ma mission, et puis elle était déplacée avec la création de la loi à la chancellerie d'État, où elle peut aussi être bien située, mais elle est toujours une institution culturelle de l'État. Et ces institutions, en fait, sont très importantes. Elles sont presque, je dirais, la charpente de la mission principale de l'État, qui est de conserver, de sauvegarder aussi le patrimoine, et évidemment aussi d'encourager la pratique, en l'occurrence de la musique. Et puis il y a aussi toutes les hautes écoles d'art aussi dans ce domaine-là, qui font aussi partie de ce cahier des charges. Il y a ce qu'on appelle le patrimoine immatériel, c'est les traditions vivantes. Il y a les questions qui touchent au bilinguisme, par exemple aussi, la collaboration intercantonale dans ce domaine-là. Enfin bref, la liste est longue, mais passionnante. Et l'un des enjeux en fait de la culture aujourd'hui, c'est que bien évidemment, elle ne s'arrête pas aux frontières du canton de Fribourg, et qu'elle implique en fait une collaboration intercantonale, aussi bien sûr avec les niveaux communaux, mais aussi intercantonal et avec la confédération. Et ça me permet justement d'introduire la Corodis, en fait, qui est un outil mis en place par l'ensemble des cantons romans pour faciliter la circulation des œuvres, c'est-à-dire le déplacement des spectacles au niveau roman et aussi à l'étranger en termes de diffusion. Donc les compagnies de théâtre peuvent déposer des projets en disant, voilà, j'ai créé à Fribourg, mais ensuite je souhaite aller à Genève, et puis ensuite à Bienne, et puis ensuite j'ai encore une tournée à l'étranger. Et Corodis va aider en fait financièrement cette compagnie à pouvoir payer en fait ses coûts de transport, ses coûts supplémentaires en fait qui sont liés à ces déplacements. D'accord. Et est-ce que toi tu as d'autres liens justement avec ce domaine-là artistique, ou est-ce que la Corodis c'est justement ton poste là-bas, c'est vraiment en lien avec plutôt cet engagement politique intercantonal et de diffusion? Alors comme président en fait je suis pas le secrétaire général qui lui s'occupe opérationnellement. Voilà. C'est une dame d'ailleurs qui s'occupe de l'opérationnel. Par contre, on est le niveau politique, en fait, je dirais, c'est le niveau stratégique ici, c'est-à-dire d'amener ces outils d'encouragement de la culture à évoluer, à répondre aussi aux enjeux. Et puis, je pense qu'on aura l'occasion pas mal d'en parler ce soir, parce que ces enjeux changent, et en particulier avec la crise du Covid, il y a une accélération en fait de la prise de conscience des problématiques qui sont liées en fait aux arts de la scène, c'est-à-dire à la production de spectacles et à leur circulation. Et donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est vraiment un sujet très actuel. Voilà. Non, c'est parfait. Et du coup, c'est vraiment, on voit qu'on réunit ce soir aussi un petit peu toutes les étapes de cette production qu'on veut travailler. On a la production, la diffusion, mais aussi la communication, il y a tout, l'imagination. Et puis, Jacqueline, tu as aussi un profil de comédienne et aussi de troupe, un petit peu de compagnie. Donc c'est parfait, on va pouvoir voir tous ces aspects. Et puis pour commencer, moi je voulais vous poser une question de nomenclature, simplement. On parle des fois d'art de la scène, d'art vivant, d'art du spectacle. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est simplement une question de nomenclature? Et c'est quoi votre préféré ou la plus juste selon vous? Moi j'aime bien la dénomination des arts vivants. C'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que d'abord je défends à tout prix la possibilité du sans-filet, j'ai presque envie de dire ça. L'art vivant, c'est vraiment l'art qui se vit en direct, en live, sans le filtre d'un écran, sans la sécurité d'un virtuel. C'est vraiment, voilà, c'est... Quand on se plante dans les arts vivants. Et je suis bien placée pour le savoir. Au théâtre, on sait que voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Ou quand on en fait une, eh bien voilà, on l'entend, tout simplement. Ouais. Donc moi, j'opte pour les arts vivants. Je trouve ça assez beau, d'abord comme dénomination. Tout à fait.
il y a ce côté extraordinaire, en fait, de se dire que chaque soir, un spectacle recommence à zéro. Et c'est peut-être ça la définition qui est derrière. Cette définition, je la trouve très belle. Maintenant, je vais prendre peut-être, pour moi, en fait, je préfère un autre terme, c'est-à-dire des arts de la scène. Et les arts de la scène comprennent le théâtre, la danse, ainsi que, je dirais, les modalités hybrides. Mhm. Par exemple, certaines formes d'opéra aussi qui en font partie. Et puis la musique, musique classique, musique actuelle, etc., c'est un domaine séparé. Et je dirais ces deux, arts de la scène et musique, forment ensemble, en fait, justement, ces arts vivants. D'accord, C'est ouais. peut-être une supra Voilà, catégorie. voilà, ok. Après, les catégories, elles sont bien pour les statistiques, etc. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir en fait qu'il y a des modalités qui sont communes, Mm. c'est-à-dire dans la production, mais il y a aussi de grandes différences. Et je pense que ce soir, on doit aussi, et c'est peut-être l'art de ces catégories, ça permet en fait de comprendre les modes de production culturelle. Par exemple, dans les musiques actuelles, on a vraiment d'autres contextes Mm. de production qu'en théâtre ou qu'en danse. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utile quand même de parler de ces différentes catégories de manière spécifique. Magnifique, superbe. Oui, j'agrée tout à fait. Alors, on est Il y a bon. aussi d'autres On est au moins- précarités au que moins ça d'accord suppose. là-dessus. Donc ça, on aura Ouais. aussi l'occasion d'en Oui. parler parce que Ouais. dans le type de soutien, effectivement, les types de soutien ne sont pas totalement égaux pour tous les arts qu'on vient d'évoquer. Non, ce sont après chaque domaine qui est Mm. réparti aussi dans ces arts, quoi. Absolument. Voilà. Oui. Et du coup, pour parler un petit peu plus en détail de ces spectacles, de ces arts, Jacqueline, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu justement la vie d'un spectacle? Parce qu'un spectacle a aussi une vie, une naissance jusqu'à sa mort. Est-ce que tu pourrais nous dire, et puis pour nous éclairer un petit peu sur ce qu'est la production concrète et complète d'une œuvre, comment est-ce que ça se passe? Quelles sont ces étapes? Alors, d'abord, je suis ravie de pouvoir euh, donner un éclairage sur ce qui se passe en coulisses. Mhm. Parce que la plupart du temps, les gens ne se rendent absolument pas compte, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, euh, de ce que suppose véritablement une production. Il faut savoir que pour monter un spectacle, grosso modo, effectivement, il y a, pour chacun des spectacles, la situation est singulière, bien évidemment, mais on peut dire que 2 ou 3 ans en amont sont nécessaires pour pouvoir mettre sur pied une aventure artistique. Je parle du théâtre puisque évidemment c'est ce que je connais. Ça veut dire que entre le moment où une idée éclot, où on se donne le désir de pouvoir monter une production, ce qu'on appelle monter une production, c'est-à-dire qu'il y a un texte à la base, ou pas de texte, mais une envie de travailler avec un metteur en scène, avec des comédiens, dans une création collective, avec tout ce que ça peut supposer comme diversité, réunir une équipe, mettre sur pied tout le système de financement, ça prend entre 2 et 3 ans. Donc en amont, il y a ça d'abord, l'envie de réunir une équipe. Il y a des délais à respecter aussi pour déposer des dossiers. En l'occurrence, il y a une fois par année la possibilité auprès du canton de Fribourg. Pour certaines fondations, il y a des délais semestriels, trimestriels, donc il faut tenir compte absolument aussi de ça. Ça, c'est très important. Et puis, pour réunir une équipe, il faut s'y prendre très en amont aussi, parce que les gens, évidemment, ils travaillent sur d'autres contrats. Ils n'attendent pas la plupart du temps que je leur téléphone pour leur demander s'ils sont libres. Donc, c'est très, très compliqué de réunir une équipe artistique, qu'elle soit au niveau des comédiens, au niveau des musiciens parfois, au niveau de la scénographie, au niveau des costumes. Tout ça, ce sont des métiers artistiques qui viennent effectivement étayer une équipe artistique et qui font le spectacle. Après, une fois qu'on a réuni toute l'équipe, il faut trouver bien sûr le lieu de création. Il faut, en l'occurrence, pour le canton de Fribourg, je parlais de Nuitoni tout à l'heure. La plupart du temps, moi, avec ma compagnie, c'est à Nuitoni, donc Thierry Loup en l'occurrence, que je suis allée voir pour lui proposer une création. Il l'agrée ou pas, il la prend ou non. Donc ça, c'est vraiment très très important aussi. Si ça marche et que le théâtre de Nuitoni ou un autre lieu de création accepte le spectacle, eh bien, effectivement, dans ce cas-là,
on se met à mettre en place des calendriers de répétition. On répète en général entre 6 et 8 semaines. 8 semaines aujourd'hui, c'est devenu du luxe parce qu'effectivement, c'est de plus en plus cher tout ça. Donc voilà. Et puis, on est programmé pendant 1-2 semaines, voire un peu plus pour certains théâtres, mais c'est de plus en plus rare aussi. Et dans le meilleur des cas, et ça deviendra, je pense qu'on en reparlera, ça devient aussi des conditions maintenant pour être soutenu, eh bien, il faut avoir d'autres préachats, c'est-à-dire avoir d'autres théâtres qui sont d'accord d'accepter ce spectacle et de le prendre dans leur programmation. Voilà, donc la vie d'un spectacle, elle peut osciller entre 2, 3, 5 semaines, 8 semaines, 2 ans. Moi, je tourne un spectacle, par exemple, qui s'appelle Wild West Woman depuis 2015. Donc ça, c'est très rare, par exemple, qu'un spectacle puisse tourner sur une très longue période, par intermittence, bien évidemment. Mais ce serait le souhait de toutes les compagnies, de pouvoir jouer le plus longtemps possible. Une fois que la création est faite, et s'il y a d'autres dates ultérieures qui sont programmées, eh bien, ça suppose une reprise de spectacle. Ça veut dire qu'une reprise de spectacle, s'il n'a pas été joué pendant 6 mois, 1 année, 2 ans, il faut remettre sur pied des répétitions, parce que bien évidemment, entre-temps, les acteurs et tous les collaborateurs artistiques ont eu d'autres productions entre deux. Donc ça veut dire qu'il faut remettre sur pied cette aventure. Et c'est un peu là que le bas blesse, parce que la plupart du temps, et ça aussi on en reparlera, parce qu'il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là maintenant, c'est difficile de pouvoir reprendre un spectacle dans des conditions qui sont viables et qui sont décentes, parce que la plupart du temps on est soutenu pour la création mais pas pour les tournées. Donc voilà, là il y a aussi un domaine qui est très important à soutenir. Voilà ce que je peux dire en gros, disons, pour une production. Voilà, donc on voit que c'est vraiment un travail de longue haleine, Oui. avec des parties qui sont aussi très distinctes et puis qui sont aussi compliquées, je pense, à joindre l'une après l'autre. De travailler en même temps sur justement rechercher des salles, rechercher à diffuser et en même temps trouver le personnel aussi pour tout ça. Absolument. Est-ce qu'il y a certaines étapes qui sont plus compliquées selon toi, qui sont peut-être des fois moins ou plus importantes selon les productions ? Parce qu'il est aussi très très compliqué. On est des petites ou des moyennes entreprises. Donc on a des vraies responsabilités en tant que directeur artistique, administratif, d'engager des gens qui, et ça c'est un peu la particularité de nos métiers, pour la plupart du temps, on engage des gens sans savoir quel sera effectivement le financement qu'on va réussir à récolter. Parce qu'il faut donc monter une production, comme je l'ai dit, 2 ans en amont, engager des gens bien en amont aussi pour qu'ils soient disponibles, sans savoir effectivement si le budget pourra être réalisé. Donc ça, c'est un vrai péril quand même, n'est-ce pas ? Donc maintenant, ce qui est difficile aussi, et ça c'est peut-être aussi ce qui a changé beaucoup par rapport à les années où moi j'ai travaillé une dizaine d'années, une quinzaine d'années, où je me rappelle avoir pu monter des productions encore avec 10, 12 comédiens. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Il est vrai qu'on voit beaucoup de productions quand même avec beaucoup, beaucoup moins d'acteurs et d'actrices. Et on le déplore parce qu'on a très envie de pouvoir encore monter des pièces avec... c'est tellement jouissif de pouvoir jouer sur le plateau avec une dizaine d'acteurs, de pouvoir aussi travailler sur des pièces de répertoire. Ça, aujourd'hui, c'est plus difficile. Très bien. Et Philippe, je voulais te demander justement par rapport aussi au subventionnement, justement au soutien à ces créations, en quoi est-ce que le canton intervient, quels domaines sont subventionnés justement, si on peut aussi avoir un petit aperçu de ça, et puis quelles sont un peu les limites aussi de ces subventionnements. La limite, c'est le budget général, et puis une bonne partie, on est à peu près à 60% en fait, va dans les arts de la scène. D'accord. Au niveau du canton. Donc c'est un budget qui est d'à peu près de 4,1 millions actuellement. Pour l'année prochaine, on aura 4,6 millions. Oui. Une bonne nouvelle qui nous voilà, est venue du Grand Conseil. En fait, le cadre, il est lié en fait aux bases légales que s'est donné le canton, une loi avec son application
qui fait que le cœur en fait de la mission de l'État, c'est de soutenir la création professionnelle. On l'entend par là justement le processus dont parlait Jacqueline dans tous les domaines, évidemment les arts visuels, enfin tout, la musique, etc. Et le canton va donc recevoir la requête dont parlait Jacqueline, va l'analyser et va en fait lui apporter une contribution qui a à peu près entre 30% à peu près des coûts. Et puis un autre en 30 et 40% en gros. En général. Et puis la loterie romande, qui est aussi en fait finance beaucoup, va mettre pratiquement aussi le même montant. Heureusement, dans le canton de Fribourg, on a une bonne collaboration entre ces deux organes. Donc on arrive déjà à peu près à 80% de financement. Il y aura les recettes du spectacle, et puis il y a la coproduction. Thierry Louis, dans l'occurrence, prend un rôle, c'est celui de coproducteur en fait de ce spectacle, c'est-à-dire qu'il mise sur ce spectacle, sur cette création, et il va y mettre de l'argent cash aussi. Et ces montants-là, en fait, forment les derniers 20%. Ça, c'est en gros la vie financière en fait d'un spectacle. On en finance à peu près au niveau on a deux niveaux. On a ce qu'on appelle le théâtre confirmé. C'est des compagnies qui ont déjà un certain nombre d'années et de production derrière elles. Et puis elles ont dans une catégorie en fait qui est liée en fait à un financement qui est concurrentiel. Si on a 8 projets qui arrivent, on ne peut qu'en financer 5. Et il y a une enveloppe en fait qui y est dédiée. Et puis à côté de ça, pour les compagnies qu'on dit émergentes, parce que c'est extrêmement important aussi de pouvoir faire remonter à quelque part et donner une chance en fait aux jeunes artistes, metteurs en scène, comédiens, à monter quelque chose. Ces compagnies-là peuvent également déposer des projets. On appelle ça au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a des séances de commission culturelle, donc qui est l'organe mis en place avec des experts, avec des citoyens, des représentants des citoyens, qui va décider. Donc cette séance de commission en fait va également stipuler en fait sur les montants accordés à ces projets sur la base d'une analyse. Et le but est évidemment d'être le plus objectif possible, le plus équitable possible avec un certain nombre de critères. Mais on a également, par exemple, des éléments qui sont dans les bases légales qui nous contraignent. Par exemple, il faut faire un spectacle. La compagnie doit être fribourgeoise, ne peut pas être une compagnie vaudoise qui dépose. C'est ce qu'on appelle l'éligibilité. Et on a quelques éléments d'éligibilité. Et il y a aussi ensuite des éléments comme par exemple le spectacle doit être l'entrée à ce spectacle doit être payante. C'est peut-être un sujet qu'on pourra discuter. C'est-à-dire qu'on considère qu'il est important que la personne qui voit ce spectacle y contribue également financièrement, ce qui peut rentrer parfois en contradiction avec les objectifs d'accès à la culture. Et voilà, c'est pour donner des exemples. En fait, il y en a quelques-uns, je vais pas les énumérer tous, mais qui nous permettent en fait de cadrer la mission de l'État à nouveau dans le soutien, l'encouragement à la culture. Magnifique. Voilà un peu comment ça fonctionne. Et qu'il y a aussi un rôle, peut-être pour compléter, il y a aussi un rôle en fait des communes dans ce domaine-là, voilà, qui doivent également apporter, de par la loi, également une contribution qu'on dit subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prioritaire, dans le sens où ce n'est pas l'organe principal, mais qui est nécessaire en fait aussi. Ce qui fait que l'agglomération de Fribourg, par exemple, rentre en fait, qui a cette mission aussi de soutien à la culture professionnelle, a un rôle à jouer aussi pour le soutien de ces productions. Magnifique. Et est-ce que c'est possible, je vous pose un peu la question aux deux, mais peut-être plutôt à Jacqueline, est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire un spectacle, de monter un spectacle sans ces subventionnements ? J'imagine que ce n'est pas le cas, hein, mais... C'est évident que non. Non, hein, c'est évident que non, parce qu'il faut défendre à tout prix. Ça me donne l'occasion de parler évidemment du professionnalisme. Voilà. Ce sont des métiers. Et ce sont des métiers qu'on exerce évidemment parce qu'on s'est formé pour ça. Et qu'il y a aujourd'hui des écoles qui sont faites pour ça, aujourd'hui des hautes écoles justement où on sort avec des masters, des bachelors, etc. Donc ce sont des métiers, on en vit et il faut à tout prix défendre ce professionnalisme-là, bien évidemment. Donc payer les gens décemment, ça fait partie de la dignité de ces métiers qu'il faut défendre à tout prix. J'aimerais juste compléter par rapport à ça. Il y a les professionnels, mais je crois qu'il ne faut jamais oublier
qu'une compagnie ou qu'une salle, un lieu ne vit pas sans les bénévoles, sans un nombre impressionnant de personnes qui Bien sont sûr, ouais. autour et qui permettent aussi Oui. ces productions professionnelles. Mhm. Et puis, il y a la culture amateur aussi. On parle du Bien sûr. théâtre. Et par exemple, le vivier dans le canton de Fribourg est très, très riche aussi en théâtre amateur. Mhm. Et donc, tous ces niveaux-là sont importants. On parle souvent, en fait, d'un écosystème culturel parce qu'il faut toutes ces pièces à quelque part pour pouvoir créer en fait une dynamique culturelle à une échelle régionale Mhm. ou dans un canton comme par exemple celui de Fribourg. Magnifique. Et bah justement, tu m'as tendu aussi la perche vers une autre question, Jacqueline. C'est comment est-ce qu'on vit de ça aujourd'hui en tant que comédien, comédienne, ou bien une autre personne qui fait aussi partie de ce système création de spectacles et peut-être après avec des pauses des fois. Est-ce que l'intermittence est quelque chose qui est quasi pour tout le monde ou pour tout le monde présent? Est-ce que les jobs d'à côté font aussi partie du quotidien? Comment est-ce qu'on vit ça aujourd'hui? Vaste question. Je pense que ça a Euh, aussi évolué peut-être avec le temps. Je ne peux pas dire qu'on vit de façon générale, et la dernière étude de la Corodis ne fait qu'éclairer ce qu'on savait déjà. Hein, je veux dire, ça n'est pas une surprise. Ce sont des métiers qui sont précaires. Mhm. Mais la nature de ces métiers l'est, bien évidemment. Parce que tu viens d'évoquer l'intermittence. Rares, extrêmement rares sont les artistes qui peuvent travailler 12 mois sur 12. Par définition, ce ne sont pas des métiers où on travaille en permanence. Mhm. On est engagé par mandat, à durée déterminée en fonction des spectacles, des concerts, etc. Donc forcément, ça fait partie de la nature de ces métiers-là. Mhm. Et j'imagine La- que, pardon, je repose juste une question par rapport à ça, mais qu'il y a aussi une part de, on ne sait pas forcément toujours après, par exemple, la première d'un spectacle, combien de fois est-ce qu'il va être diffusé, est-ce qu'il va être repris aussi par après. Donc c'est aussi difficile de s'organiser par Voilà, rapport à d'autres mandats, voilà, quoi. effectivement, on Ouais. est dépendant de beaucoup de facteurs et de beaucoup de personnes, effectivement, Mhm. qui décideront. Et les destins des spectacles sont insoupçonnables la plupart Ouais. du temps, sauf si on a réussi en amont à actionner un réseau et qu'on sait déjà qu'on va pouvoir, effectivement, jouer pendant longtemps dans plusieurs lieux, ce qui est relativement rare quand même. Mhm. Hein. Mais sinon, effectivement, la situation, elle est difficile et fragile. Donc, tu parlais du chômage tout à l'heure. Effectivement, beaucoup de comédiens, en l'occurrence, évidemment, en bénéficient. Et, aujourd'hui, on a quand même réussi à... c'est une avancée importante quand même, parce qu'aujourd'hui, le premier mois de chacun des contrats compte double, par exemple. D'accord. Alors, on n'a pas un statut d'intermittent en Suisse qu'on peut comparer à un statut d'intermittence comme en France, par exemple, ou dans d'autres pays qui ont ce statut. Mais il y a quand même une petite amélioration, une petite avancée à ce Voilà, niveau-là. ouais. Voilà. Mais pas mal d'artistes complètent effectivement leurs revenus par des cours, par un travail à la radio, par des choses qui sont complémentaires, voire des choses qui n'ont rien à voir avec le métier. Hein, ça, c'est aussi possible. Il y a pas mal de gens, notamment des techniciens de spectacle aussi, qui, suite au Covid, ou s'ils n'étaient pas engagés par des compagnies, parlons de l'indépendance aussi, ça c'est Mhm. aussi extrêmement compliqué. On s'est bien rendu compte que la fragilité était encore plus extrême dans ces moments-là Mhm. où, par exemple, tout était à l'arrêt et qu'il n'y avait aucune sécurité de l'emploi. Donc ça devient effectivement, dans des moments pareils, pas vivable, quoi. Donc beaucoup de gens aussi ont changé de métier parce qu'ils ne pouvaient plus assumer une difficulté pareille. Ouais. Et toi, tu as commencé hein, ta carrière en étant comédienne, c'est juste. Oui, Et après, ben, tu as aussi ajouté cet aspect-là de la gestion d'une compagnie et maintenant aussi de la gestion d'une fêtière. Est-ce que tu t'es aussi dirigé vers ces autres domaines pour avoir un à côté, pour pouvoir justement accompagner ton statut de comédienne aussi, qu'est-ce qui t'a attiré à travers toutes ces étapes? Parce qu'il y a souvent cette question qui revient de, au final, on sait plus ou moins que c'est un domaine précaire, mais c'est un domaine qui attire aussi de plus en plus de personnes. Il y a différentes raisons, hein, mais quelles sont les raisons un petit peu selon toi et qu'est-ce qui toi t'a attiré justement aussi là-dedans et à justement continuer aussi à avoir d'autres rôles à c'est travers bien, ça. ça me fait remonter le temps. Ouais. Euh,
Alors, d'abord, on était un peu moins nombreux quand même à l'époque, ça c'est Mhm. vrai, c'est aussi une réalité. Donc, comme moi je l'ai dit, moi je me suis formée à Paris, je suis revenue à Fribourg à une époque où il y avait très peu d'artistes. Le théâtre des Os existait, mais sinon, ben, comme je l'ai dit, hein, il y a très peu de monde qui revenait à Fribourg. Euh, à l'époque, quand même, je me souviens que la première fois que je me suis inscrite au chômage, en fait, les employés communaux ne savaient absolument pas dans quelle case m'inscrire. Mhm. Et pour l'anecdote, je me suis retrouvée devant deux employés communaux qui étaient vraiment très empruntés pour me dire, vous êtes comédienne, mais alors dans quelle case on peut vous mettre? Et alors ils se sont concertés tous les deux et finalement ils ont trouvé que danseuse de cabaret, ça pouvait totalement convenir. Pour dire à quel point on a fait du chemin quand même. Mhm. Ok, ouais, je vois. Donc voilà, effectivement, ben moi j'ai eu, comme la plupart des gens dans ce métier, hein, moi j'ai aussi fait d'autres boulots à côté. Mhm. J'ai beaucoup travaillé chez les avocats à l'époque. Ah voilà, Et je ouais. trouvais que finalement, dans le domaine humain, il y avait quelque chose qui était très Mhm. intéressant et qui venait vraiment, vraiment aussi nourrir, j'ai envie de dire, mon observation du genre Oui, ouais, humain je de pense façon que ça doit. extrêmement bénéfique. Ouais, ouais. Je vois bien. Et puis après, je suis sortie du chômage parce que c'était quand même extrêmement contraignant, exigeant. Et bah, j'ai la chance quand même depuis pas mal d'années maintenant de pouvoir vivre de mon métier, ce qui est plutôt une chance énorme. Voilà, ça fait aussi partie bah, des fruits que je peux récolter par rapport à voilà, des petites graines qui sont semées depuis un certain nombre de décennies désormais. Voilà. Magnifique, ouais. Et est-ce que tu sais aussi peut-être pourquoi nous dire un petit peu, selon toi, hein, quelles sont les raisons qui attirent aussi de plus en plus de personnes là-dedans? Est-ce que c'est juste un attrait vers des métiers un peu plus culturels ou autres? Ça donne du sens tout ça Ça donne aussi, du hein. sens, bah oui, Et je tout pense qu'on a simplement. besoin à une époque vraiment assez chaotique quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui qu'on a, mais Non, on ouais. a de plus en plus de gens quand même qui adoptent ces chemins artistiques. Euh, Il y a un attrait, c'est vrai, de l'imaginaire, le rêve, la créativité donne aussi à la vie une saveur particulière. Mhm. Et, euh, et je les comprends tellement. Je veux dire, euh, je pense on- ça donne une vie, ça donne des vies multiples. Voilà, ouais. L'art donne des vies multiples. Mhm. Et c'est une chance extraordinaire que de pouvoir, sur la palette de la vie, aller chercher voilà, des couleurs qui donnent vraiment du goût et du sens à la vie. Mhm. Voilà. Magnifique. C'est ce Ben, que je très pourrais belle dire à réponse, titre quoi. personnel. Ouais, ouais. Ça donne presque envie aussi de s'y lancer. Bah alors, Une question pour toi, Philippe. On va revenir un peu plus dans le concret, je suis désolé, hein. Mais justement, tu as parlé, Jacqueline, de cette étude de la Corodis qui est sortie justement cette année, qui a un peu fait parler d'elle. Et puis Philippe, je voulais te poser cette question. Donc, on voit un peu que cette étude, elle a souligné certains aspects, je les ai un petit peu là, en soi, que euh, il y a cette forte attractivité de ce secteur, comme on en parlait, qui amène aussi de plus en plus de gens vers ce domaine. Et on voit qu'il y a ce qu'on pourrait considérer comme une suroffre de personnes dans le secteur, des productions de plus en plus nombreuses et un manque d'offres de lieux justement pour dédier à la création et à la diffusion. Que ce problème-là aggrave aussi la précarité qui existe déjà, qu'il y a aussi des fois des petites incompréhensions entre les artistes, les lieux de représentation et les subventionneurs en général, et que l'espace de circulation aussi de ces créations, il est aussi compliqué un petit peu ici, que ça s'est pas amélioré avec le Covid et qu'on en est un petit peu là. Il y a certaines recommandations qui sont faites pour un petit peu repenser tout ça, notamment ralentir un petit peu la mécanique de ce système, allouer plus de temps aux créations, ce genre de choses, trouver des moyens pour lutter contre cette précarité et coordonner un petit peu mieux cette action d'aide publique via le subventionnement ou d'autres moyens d'aide, notamment les lois sur certains sujets, typiquement la loi sur le chômage qui maintenant aide aussi déjà dans ce problème de l'intermittence.
Philippe, moi je voulais te dire aussi, de par ta position à la Corodis, le résultat de cette étude, on a réussi justement à trouver certaines pistes, mais comment est-ce que la Corodis compte aussi un petit peu dans le futur agir pour trouver vraiment des solutions concrètes face à ces problématiques-là? Entrer un peu dans le concret, hein, je suis désolé, c'est un peu... Déjà, merci pour le résumé parce que c'était vraiment très bien Ouais. fait. Si tu m'avais demandé de le faire, je n'aurais pas réussi à Alors le je faire voulais aussi bien. piquer, hein, c'est pas moi qui... là, voilà. Mais en gros, Corodis est un petit nain, dans le fond, qui s'occupe de favoriser la circulation. Voilà. Mais c'est aussi un forum où se retrouve tout le système, c'est-à-dire tous les participants, les partenaires du système, les salles, les compagnies, les subventionneurs cantonaux, les villes, etc. Donc en ce sens-là, il a une certaine légitimité à faire des propositions pour améliorer, dans le fond, quelque chose qui est issu en fait aussi du Covid, je dois dire vraiment, c'est une approche systémique. Désolé du terme parce que ça fait un peu académique, quoi. Mais c'est vraiment une prise de conscience, c'est-à-dire que il y a plusieurs partenaires et que c'est ensemble qu'on peut développer des solutions. Donc c'est pas Corodis tout seul qui va développer une solution. Bien sûr, ouais. Par contre, elle a une position qui est intéressante dans le fond pour stimuler un changement. Et en initiant en fait en créant des stimuli, ben on espère que chacun va bouger un peu sa position. Alors c'est un art un petit peu de l'équilibriste, hein, et je dois dire que dans ma position, ben, je suis souvent en fait en train d'essayer de tirer les gens un petit peu pour qu'ils reparticipent, parce qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de mécompréhension, il y a des tensions qui ont été évoquées tout à l'heure, par exemple la présentation des faits. Et c'est vrai qu'il y a des faits qui font mal. Alors ben voilà, on crie quand on a mal. Et puis on adresse cette douleur, mais parfois pas toujours à la bonne personne, parce qu'en fait c'est tout le système à quelque part qui en est aussi redevable de cette difficulté. Alors voilà, on a une position modeste, mais on a envie d'aller de l'avant. Alors concrètement, puisque le terme était on va faire on va essayer de faire progresser des réseaux de coproduction, c'est-à-dire de rendre plus viable en fait le circuit dont parlait Jacqueline tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir dès le départ dans un projet les partenaires qui vont permettre à ce projet de vivre plus longtemps. Parce que si on sait qu'il vit plus longtemps, les personnes, les artistes, les techniciens, etc., vont profiter en fait ici aussi de cette longévité. Ça, c'est très important. Donc, consolider l'économie de chaque projet grâce à des réseaux de coproduction. On a les outils, on a déjà fait des pilotes avec un dispositif qui s'appelle Label Plus, qui permettait en fait de créer des spectacles d'envergure, et on a l'envie de le transformer en un incitateur à des réseaux de coproduction. Hein, je disais que le coproducteur tout à l'heure c'était Thierry Lou, ben, il en faut 5 ou 6 de Thierry Lou pour entourer en fait ce projet et lui permettre de vivre. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième, c'est développer des bonnes pratiques. Ça a l'air comme ça un petit peu à nouveau abstrait, mais c'est très important. On n'a pas évoqué le mot, encore un mot, c'est le mot de cession, le prix de cession, c'est-à-dire le coût de revient d'un spectacle lorsqu'il est présenté à une nouvelle salle. Combien tu coûtes pour venir chez moi ? C'est ça, en gros. Et là, il y a une sorte de déséquilibre souvent, parce que la compagnie souhaite, en fait, à tout prix bouger. C'est le sens même de cette production. Mais le lieu d'accueil n'a pas l'argent, finalement, pour le faire. Alors ça se négocie, et en général à la baisse. Et donc là, on veut une bonne pratique qui est le vrai coût de cession. Et ici, pour pouvoir le faire, ben, il faut que les lieux... et c'est une question de vase communicant, il faut que les lieux aient plus d'argent pour pouvoir se le permettre. Alors ça interpelle à nouveau les niveaux politiques, les subventionneurs, pour le faire. Voilà, et tout ça avec une condition cadre que j'appelle réaliste, mais je suis un optimiste dans l'âme, c'est que le financement public de la culture est relativement stable et qu'il ne faut pas
s'imaginer en fait que dans les années qui viennent, il va augmenter d'une manière exponentielle. Ça veut dire qu'on doit fonctionner avec le même argent, pour simplifier et résumer les choses. Et ça veut dire au bout que si on a des productions qui sont plus longues, qui sont viables, si les lieux ont les moyens en fait pour pouvoir le faire, eh bien, il y aura un peu moins de projets. Il faudra davantage sélectionner les projets pour qu'ils soient plus solides. Et c'est ce terme qui a conduit un peu à une certaine tension, parce qu'on a parlé de moins, mais mieux. Voilà, hein. Et on aurait tous envie de dire juste mieux, en restant Ouais, clair. pas moins, quoi. Mais Voilà. on est quand même dans une réalité des faits. Et au bout, j'aimerais quand même encore citer, il y a en fait énormément de compagnies qui ont été créées en Suisse romande. On parle de plus de 500 compagnies qui créent. Donc, c'est dire un peu de quoi on parle. C'est Et énorme par c'est rapport énorme au réseau par de rapport, diffusion. voilà, par rapport à 1 million simplement d'habitants, mondial, ouais. la Suisse romande, c'est quand même, enfin un peu plus qu'un million, mais c'est quand même conséquent. Et puis, c'est peut-être un chiffre aussi qui est quand même préoccupant. On a parlé de la précarité. Puis, alors, la précarité, c'est pas les compagnies, mais c'est les gens qui sont C'est derrière. les artistes, ouais. Chacun. Ouais. Et on parle d'un revenu médian d'à peu près 50 000 francs. Ça veut dire qu'on est avec des gens qui ont été formés en haute école spécialisée, donc qui ont d'excellentes formations. On est en dessous du seuil. C'est juste quelque chose que les autorités publiques voient avec un certain désarroi, finalement. Et qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'il y a derrière tout ça une bombe à retardement C'était un peu en ma termes prochaine. de sécurité, de prévoyance, etc., etc. Voilà, ça pour moi, pour poser un petit peu le cadre. Est-ce qu'il y a une solution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une solution qui s'envisage, qui se dessine en tout cas par rapport à cette question du statut de l'artiste? Est-ce que par exemple de vraiment mettre dans la loi un statut d'intermittent, ou bien de trouver des moyens de pouvoir aussi via les budgets des différents organes de subventionnement trouver quelque chose pour parer à ces situations-là? Est-ce qu'il y a une solution qui est envisagée par Corodis, par le canton, ou bien par justement les troupes elles-mêmes? Comment est-ce que c'est perçu cette question-là? Je parlais tout à l'heure de système, mais en fait, on doit être tous ensemble pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Le milieu des arts de la scène est marqué, en fait, on a un grand nombre en fait, de salariés, essentiellement des salariés par des compagnies. Parler de la PME, c'est ça, et le salarié. Donc, elle peut faire des contrats, etc., tout ça va bien. Dans d'autres domaines, c'est encore beaucoup plus précaire. Juste pour dire où ce type de relations contractuelles ne se font pas. Alors là, on a déjà ça. Donc si on arrive à rallonger les contrats, etc., c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc de favoriser une économie saine, à ce moment-là, on va améliorer la précarité, on va réduire la précarité, monter les niveaux économiques. D'un autre côté, il y a la question de ces zones donc de chômage, etc., où il y a certainement des améliorations qui sont envisageables. Il faut savoir que le législateur, là, il est suisse, c'est au niveau suisse. Je dirais que le cœur du problème aujourd'hui, il est un peu moins chez les salariés, qui ont en fait un statut relativement favorable. Il est plutôt chez les indépendants, parce que les indépendants, en fait, doivent payer aussi leurs cotisations eux-mêmes, etc., font ou ne font pas. Et puis sur ceux celles qui naviguent entre les deux et qui sont un petit peu en zone grise. Et là, il y a une énorme précarité. Et on parle ici de solutions qui sont parfois un petit peu en marge du système de soutien, par exemple de portage, de salarial, c'est-à-dire d'avoir en fait une sorte d'agence qui permette en fait, de salarier, c'est-à-dire de protéger en fait l'acteur culturel pour un projet qui n'est pas en fait développé par cette agence. Voilà. Malheureusement, c'est interdit par la loi. Aussi pour la protection, évidemment, des salariés. Donc, mais on entrevoit, on a fait plusieurs études sur ce thème-là, avec des juristes, etc., on entrevoit quelques pistes qu'on doit encore approfondir. Dans le canton de Fribourg, on veut vraiment aussi renforcer, on a fait un projet qui s'appelle Bureau, qui vise vraiment justement à mieux connaître en fait ces situations. Mais après, faut-il encore que les acteurs culturels s'y intéressent et le fassent.
Et ça, c'est encore un travail de sensibilisation, de montrer à chacun et chacune pourquoi c'est important, dans le fond, d'avoir cette protection. Et quand on voit les salaires ou les cachets et la précarité, on peut bien comprendre pourquoi un acteur culturel finalement dit je ne le fais pas, parce que si en plus on m'enlève encore un AVS, plus un pension, etc., sachant que peut-être au bout, quand il va être effectivement à la retraite, il va peut-être avoir juste le capital parce qu'il n'aura pas pu le transformer en rente. Dans le système suisse, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, ben, je comprends qu'il ne soit pas très motivé. Donc, voilà pourquoi il faut à nouveau ici faire un gros travail de sensibilisation avec tous les partenaires pour pouvoir améliorer la situation. Puis en plus, je rappelle que c'est de l'initiative privée et que l'État est là en soutien, dans le fond, pour ces processus. Donc il a sa responsabilité aussi limitée, mais il a une responsabilité sociale ici, et on sent en fait que cette sensibilité-là est en train de se développer. Donc il y a quand même des bons signes. Et puis la crise du Covid nous a montré qu'on doit agir aussi dans ce domaine-là. Et puis ouais, c'est ce qui est bon dans les crises aussi. Hein. Voilà, ça a révélé pas mal de ça permet en fait de mettre problématiques, les choses en place. Oui, ça c'est un effet positif, un effet secondaire positif, j'ai envie de dire, du Covid. Hein. C'est qu'on a mis la loupe véritablement sur une situation. Encore, tu étais, je crois, très optimiste, Philippe, quand tu disais 50 000 francs. Je crois que c'est une moyenne médiane. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que pour les acteurs culturels du terrain, voilà, sur le terrain, on est plus proche des 3 000 francs par mois que voilà, donc c'est compliqué. Hein, c'est très compliqué. Et comme tu l'as dit, Philippe, effectivement, c'est vraiment une responsabilité de tous les partenaires, n'est-ce pas? Et c'est un peu ce qui a fait réagir les compagnies, parce qu'on avait l'impression que le rapport Covid fustigeait effectivement les acteurs culturels en disant il y a trop de monde, il y a une surchauffe, et Dieu sait si on n'a pas envie de se dire que aujourd'hui on est ravis qu'il y ait beaucoup de gens qui sortent des écoles, qui soient formés, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait avec des gens? Je ne sais pas si quelqu'un se forme et qu'un avocat sort de l'université et qu'on lui dit écoute, il faut que tu changes de métier aujourd'hui parce qu'il y a trop d'avocats, donc il faut que tu fasses autre chose, tu vois. C'est difficile, c'est une situation très compliquée. Les gens se sont sentis blessés, enfin, par rapport au fait qu'on avait l'impression qu'on mettait haro sur les arts vivants, quoi. Donc c'était très... Effectivement, il y a des responsabilités à prendre à des niveaux divers et je pense que c'est très important qu'on puisse se dire qu'il faut trouver des solutions ensemble, non pas trouver des défauts à celui-ci ou à celle-là, mais qu'il y a vraiment à échafauder ensemble un programme d'amélioration de la situation, très clairement. Et tu as parlé un petit peu, on parle un peu justement de tous ces artistes et futurs artistes qui se forment, mais dans le canton de Fribourg, c'est juste, vous me corrigez si jamais, mais typiquement dans le domaine du spectacle, il n'y a aucune formation de base CFC. Là, je peux peut-être prendre une troisième casquette. J'ai oublié que je suis vice-président de la manufacture, donc de la haute école de théâtre et de danse, qui est en fait l'institution qui a été mise en place par les cantons romans. On a fondé ensemble en fait une haute école. Et c'est vraiment très important, effectivement. Et on a amélioré aussi le niveau de formation dans ce domaine-là. Ça fait partie aussi des politiques en fait de professionnalisation de la culture. Bien sûr. Et tu l'as évoqué aussi, Jacqueline, tout à l'heure, mais toi tu es partie te former à l'étranger. En quoi, qu'est-ce que ça donne comme effet en fait à notre terreau, à notre écosystème culturel ici à Fribourg, le fait que les gens aillent se former quand même ailleurs, dans d'autres cantons ou à l'étranger et tout ça. Est-ce que ça a des conséquences réelles sur justement l'offre aussi culturelle, sur les personnes qui sont là, sur ce vivier un peu de personnes ici? Le fait que les gens aillent se former ailleurs? Ouais. Tu parlais du fait que la plupart ne revenaient pas. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ça n'est plus le cas, les gens reviennent. Oui, je parlais de ça dans le Fribourg d'il y a 20 ans. Hein, donc aujourd'hui, on a la possibilité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui. Ah oui, mais j'ai pas eu vraiment l'occasion de parler de la FAV, qui est donc la Fédération fribourgeoise des arts vivants, qui a été donc fondée en février 21.
février 21. Donc ça, c'est vraiment un phénomène post-Covid qui a, encore une fois, je parlais des effets secondaires positifs, c'est plutôt le cas en l'occurrence, Ouais. puisque pour la première fois dans ce canton, quand même, il y a eu des tentatives comme ça de se grouper, de se mutualiser, mais voilà, elles ont tourné court et pour la première fois dans le canton, on a ressenti la nécessité, vraiment, tous les arts, les compagnies des arts vivants ont décidé de se regrouper. On nous sollicitait depuis longtemps, hein, je veux dire, au niveau du canton, au niveau, Thierry Lou nous le disait aussi, enfin, les directeurs des théâtres et directrices des théâtres nous proposaient ça depuis longtemps, qu'on reçoit vraiment une interface, qu'on reçoit des interlocuteurs pour les compagnies, et c'est le cas en l'occurrence depuis 2021. Donc aujourd'hui, on a une quarantaine de compagnies quand même qui font partie de la FAV, donc ce qui est quand même la preuve d'une très très belle vivacité artistique dans ce canton, et la preuve aussi que les gens vont se former ailleurs, mais reviennent aussi Voilà, ici ouais. créer des compagnies. Voilà, ce qui est plutôt très Magnifique. positif. Bah oui, c'est sûr, quoi. C'était un peu ma crainte, en fait, que les gens partent justement se former ailleurs et puis du coup ne reviennent pas, ou moins, justement. Mais parce que c'est vite vu, c'est parce C'est qu'aujourd'hui, il y la a des réalité outils de aussi, travail hein. qui Ouais. sont absolument performants. Il y a 30 ans, ce n'était pas le cas. Ouais. Du coup, hein, Ouais. on ne savait pas où jouer, on ne pouvait pas travailler dans des conditions qui sont aussi professionnelles et Mhm. décentes qu'aujourd'hui. Magnifique. Et puis bah, du coup, la FAV, parlons-en un petit peu aussi. Moi, je voulais te demander aussi comment est-ce que cette fédération, elle compte dans les prochaines années intervenir un petit peu dans ces dialogues. Il y a des questions justement qu'on a évoquées, justement. Quelle est la position un petit peu de la FAV par rapport à ça? Et puis, quels sont les buts un petit peu par rapport à ces questions-là? C'est une question assez large, hein, Ben oui, effectivement, c'est une question large. Désolé. Euh, D'abord, c'est défendre les intérêts de tous les représentants des arts vivants. Mhm. C'est des intérêts économiques, c'est des intérêts éthiques, philosophiques, c'est des valeurs à défendre. Le but, c'est d'être aussi consulté quand il y a des, des décisions importantes qui sont prises. Et en l'occurrence, par exemple, on est maintenant tous les 3, 4, 5 mois sollicité par le service de la culture, faisant partie avec les autres fêtières du canton, donc représenté aussi au niveau cantonal. Donc forcément, quand il y a des décisions importantes à prendre, la FAV en fait partie, n'est-ce pas? Donc c'est vraiment un travail de consultation de terrain aussi, pour faire remonter, on va dire, tous les besoins spécifiques des représentants des arts vivants. Mhm. Et ça, bien, c'est une chose qui est très très importante. Est-ce que ce réseau qui s'est créé là justement, il aide aussi par exemple à trouver des ressources à certains endroits, à peut-être aussi diffuser certaines créations un petit peu mieux? C'est pas le but de la FAV. C'est pas son Ce n'est objectif pas direct, c'est quoi. pas l'objectif de Ouais. la FAV, non. Ça fait partie, effectivement, parce qu'on sait, la FAV aussi, c'est un certain nombre d'ateliers, on va dire, qui, sur le terrain, s'occupent, qui de la diffusion, qui de mutualiser, je ne sais pas, des décors, par exemple, qui pourraient servir à d'autres compagnies. Il y Voilà, a ouais. aussi tout un volet politique, parce que, comme Ouais. disait Philippe tout à l'heure, effectivement, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, n'est-ce pas? On est plus nombreux sur le terrain aujourd'hui, mais effectivement, s'il n'y a pas plus d'argent, et on le sait bien, il n'y aura pas une démultiplication, même s'il y a une bonne nouvelle qui est arrivée du Grand Conseil récemment, donc ça veut bien dire quand même qu'il y a quelque chose qui bouge, et être entendu, ça fait toujours du bien. Bien sûr, ouais. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un groupe qui s'occupe de travailler aussi au niveau politique pour savoir. On n'est pas représenté, la culture n'a pas de lobby au niveau politique. Donc on pense que à ce niveau-là aussi, il est important d'informer, de montrer qu'on est présent, qu'on est plus nombreux qu'avant, qu'on fait un travail qui est remarquable. Voilà, le travail artistique fribourgeois aujourd'hui est reconnu largement outre-canton. Donc tout ça aussi, mais c'est un travail de longue haleine. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pas une chose qui se passe en 2 ans. Non. Et moi, je voulais aussi te poser cette question. Bah, tu l'as dit, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais au niveau, par exemple, d'une compagnie, à quel point ce côté économique, administratif, demande de fonds, de recherche, ça pèse un petit peu sur le côté plutôt justement artistique, parce que c'est ça aussi le but principal, hein. Bien sûr. À quel point est-ce que ça pèse? Quelle partie, quel pourcentage de tout le travail ça représente un petit peu? C'est énorme. Ouais.
C'est Est-ce que énorme. c'est Et pas trop aussi? la plupart du temps, administrer une compagnie, c'est un travail de professionnel. Mhm. Et bon, moi j'ai commencé avec ma compagnie où, évidemment, on n'avait pas aujourd'hui les moyens qu'on a, administrativement parlant, pour défendre le métier comme on Voilà. peut le faire aujourd'hui avec des professionnels. Donc moi j'ai tout appris sur le terrain, mais on nous demande de plus en plus, et à juste titre d'ailleurs, d'être extrêmement clair, précis sur la comptabilité. Et c'est un énorme travail qui, outre le travail artistique, demande un pourcentage et chronophage, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça doit aussi faire partie des meilleures pratiques culturelles que de pouvoir inclure dans des budgets un poste d'administrateur Ouais. qui est absolument essentiel pour que justement on soit réglo au niveau des charges sociales, au niveau des salaires. Ça c'est absolument essentiel aussi. Et la plupart du temps, eh bien, quand on n'a pas le budget, eh bien, on se débrouille avec des... Voilà, on bricole quelque chose qui tient plus ou moins la route, Ouais. mais qui n'est pas viable à terme. Parce Ouais. qu'au bout du compte, personne n'est gagnant, et en tout cas pas les acteurs artistiques qui font partie de l'aventure, ça c'est Bien sûr. sûr, ouais. Du coup, ce côté, est-ce qu'il prend trop de place selon toi sur l'artistique, sur vraiment ça? Est-ce qu'on a, tu l'évoques justement, de devoir faire avec un peu des bouts de ficelle. Il prend trop de place Ouais. si on n'a pas les moyens de pouvoir le Ouais. confier à quelqu'un dont c'est le métier. Voilà, c'est ça, et c'est ce qui est nécessaire. C'est un ce qui est peu absolument aujourd'hui, quoi. nécessaire, absolument. Ouais. Donc vous vous déchargez aussi, il y a vraiment des personnes qui s'occupent de ça au niveau de la production un Tout petit à peu, fait. de tout tout à ce qui est le côté administratif, quoi. Alors on peut parler aujourd'hui, on a de plus en plus maintenant de bureaux qui mutualisent Voilà, aussi c'est leurs forces, encore une fois professionnellement parlant, et qui défendent les intérêts administratifs de plusieurs compagnies. Mhm. Ça c'est aussi très intéressant parce que on n'a pas l'occasion, par exemple, dans des petites compagnies, on ne peut pas avoir à l'année c'est un ça qui administrateur ou une Bien sûr, administratrice. ouais. On doit engager des gens comme ça en fonction des projets. Donc c'est compliqué aussi, n'est-ce pas? Donc si on a un bureau qui peut offrir ses services pour un mandat bien précis, c'est évidemment tout bénéfice pour tout le monde, y compris Ouais. pour la compagnie, c'est clair. Magnifique, ouais. Et du coup, tu nous as parlé un petit peu de fédérer ces domaines, de communautariser aussi justement certains aspects comme l'administration. Et on a vu aussi qu'il y avait aussi un enjeu qui était peut-être de ralentir la production. C'est des jolis mots, mais à quel point est-ce que c'est compliqué à faire dans la réalité? Et quels sont les enjeux un petit peu de ces principes? On les a déjà plus ou moins évoqués, mais typiquement ralentir la production aussi. À quel point c'est envisageable? Alors, pourquoi il y a autant de production? Effectivement, quand les gens ne peuvent pas suffisamment tourner, eh bien, on assiste à ce qui se passe la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on fait une production par année Mhm. et qu'on ne peut pas la tourner. Donc là, ça devient extrêmement compliqué. Et puis même au niveau du sens, on se demande à quoi ça sert de pouvoir créer et jouer 5 fois, quoi. Ouais. Je veux dire, ça devient très très difficile. Ceci dit, on est très nombreux. Et tu l'as dit, Philippe, c'est très bien de pouvoir imaginer qu'on ait un pool comme ça de directeurs et directrices de théâtre qui choisissent à un moment donné de faire tourner une production et qu'elle tourne alors vraiment dans toute la Suisse romande. Mhm. Mais ça ne sera qu'une poignée de privilégiés. Et c'est vrai que ça va être très compliqué parce qu'il y en a pas mal qui ne pourront pas participer à cette aventure-là. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? Qui va choisir? De quelle façon est-ce qu'on peut ou non soutenir? Éliminer ou pas? Ça, c'est la vraie question et c'est ce qui met en péril et en souffrance la plupart des gens qui ne feront pas partie de cette aventure, quoi, voilà. C'est difficile, hein, le mode d'emploi, s'il existait, je pense qu'on l'évoquerait ce soir, hein, mais... Et je pense que c'est un processus, et puis en plus, j'ai parlé de ces réseaux de production, c'est un élément Oui. du tout, et il y en aura d'autres, aussi d'outils qui permettent en fait de favoriser par exemple les reprises, et si Corodis est aujourd'hui en fait active aussi dans ce qu'on pourrait appeler la compensation des prix de cession qui n'ont pas été donnés. Et on souhaite en fait réorienter ces montants-là vers des soutiens aux reprises pour justement que le même spectacle puisse être repris, c'est-à-dire il y a des semaines de répétition pour remettre en place les choses, etc. Ça c'est un élément très important. Et puis ce que j'aimerais dire,
c'est que je pense qu'on doit mieux considérer, en fait, aujourd'hui, on met beaucoup d'argent dans la production, en fait, dans la création, mais pas assez dans la diffusion. Donc, les subventions doivent aussi aller davantage ici, ça veut dire des soutiens réels pour pouvoir soutenir, en fait, ces mécanismes-là, pour que le projet puisse vraiment vivre plus longtemps, avoir sa vie. Mais le nombre de personnes qui se trouvent derrière ces projets, c'est ça la question. Mais ce n'est pas la quantité. Si je mettais le nombre de semaines de salariés, si j'ose dire ça comme ça, il reste le même, en fait. Mais simplement, en fait, les choses prennent un sens plus allongé. En fait, on veut faire baisser le nombre de productions. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de semaines de travail. Et ça, parfois, ça apporte la confusion. Et puis, il y a le qui en sera bénéficiaire. Ça, c'est évidemment le problème. Et il y a un autre aspect qu'il faut quand même évoquer, c'est que on a l'habitude de faire des subventionnements de projets. Et je pense qu'il faut en arriver un peu au bout, en fait, aussi d'une politique qui est centrée seulement sur les projets. Parce que pour vivre, un metteur en scène doit redéposer un nouveau projet. Sinon, ben voilà, il est hors du set, et puis il n'a plus de travail. Ah ouais. Et donc, le fait de soutenir des projets produit en fait cette accumulation, ce rythme. Alors que peut-être on pourrait lui offrir des choses concrètes auxquelles on réfléchisse, peut-être des bourses de recherche. C'est-à-dire qu'il ait le temps, lui, pendant 2-3 mois, d'avancer, et puis de se dire, je ne fais pas une production par année ou par année et demie, mais j'en fais une tous les 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. Et ça lui permettrait de mûrir aussi, d'améliorer la qualité de sa production, etc. Je ne suis pas en train de dire que c'est de mauvaise qualité, mais ça peut caler dans le bon sens, voilà, de stimuler une bonne qualité. Aussi, là, quand je dis le mieux, il y a aussi de ça. Et puis, j'aimerais peut-être, pour la discussion, c'est ramener en fait on a oublié quelqu'un dans toute cette opération, c'est le public. Ouais. Alors, je voulais en parler encore. Alors voilà, je pense que ça vaut la peine parce que c'est un élément très important aussi dans cette réflexion. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour encore continuer juste, après on passera au public, mais sur justement la diffusion de ces œuvres, moi je voulais vous demander plutôt du côté des troupes. Est-ce qu'on imagine aussi justement, vu que c'est difficile d'avoir de tourner, d'avoir justement des dates supplémentaires, est-ce qu'on imagine aussi des fois tourner dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés au théâtre ou autres, qui sont des lieux un peu hybrides, par exemple je pense à la Tour Vagabonde ou à des endroits comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait régulièrement, qui permet aussi d'aider un petit peu à ce niveau-là, ou bien pas trop? On est dans un tel lieu. Ouais. Par exemple, mais bien sûr, Ouais. Alors, sur le principe, moi je trouve ça magnifique. Il faut que ce soit des spectacles d'abord qui s'y prêtent, qui puissent être adaptés à l'endroit. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que ça dépend évidemment du spectacle, du lieu, etc. Ouais. Il y a toujours, par rapport à un lieu, il y a toujours de la technique, n'est-ce pas? À moins qu'on fasse des choses alors à nu, comme ça, pourquoi pas. Hein, mais qui dit spectacle, en général, dit quand même équipement. Voilà, c'est ça. Et après, est-ce qu'il n'y a pas par rapport à ça, justement, un souci par rapport au coût de plateau de chaque représentation, par rapport à ces lieux aussi, j'imagine, qui se posent, quoi. Ça, c'est la grosse difficulté. Ouais. Et la plupart du temps, si on n'est pas, justement, si on n'a pas la possibilité d'avoir un contrat, eh bien, on n'est pas soutenu non plus par des subventionnements publics, parce que c'est aussi la garantie qu'on travaille dans un réseau qui, professionnellement parlant, justement, assure des salaires, un prix de cession qui soit viable et décent. Ouais. Voilà, donc si ce n'est pas le cas, eh bien c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas toucher de subventions, la Corodis n'entre pas en matière non plus, donc il y a finalement une répercussion qui fait que ça devient très très compliqué de pouvoir placer des spectacles dans ces conditions-là. Ouais. On parlait du parcours du spectacle, de cette production, et on a parlé de la recherche, de la production, de la diffusion, et il y a encore un terme aussi là, c'est la médiation culturelle, c'est-à-dire d'amener aussi en fait des nouveaux publics ou dans de nouveaux lieux.
par exemple, Canton de Fribourg a mis en place un programme culture et école, et on a des spectacles, par exemple, qui tournent dans les écoles. Ouais. Alors, soit les écoles viennent dans les lieux, ce qui est très important, mais on a aussi vraiment des formules où on a vraiment des comédiens en classe. Mhm. Et c'est tout un public à conquérir. Bien sûr. Et on travaille énormément. Cette année, il y a eu 40 000 écoliers qui ont participé à des activités culturelles Qui ont vu justement des dans ce domaine. spectacles. C'est quand même énorme. extraordinaire, c'est énorme. Hein, sur les 44 000 de C'est la sûr. formation obligatoire dans le canton. Et je voulais vous poser aussi une question par rapport aussi à la diffusion toujours, mais est-ce qu'il y a certaines œuvres, certains spectacles qui se diffusent mieux que d'autres? Est-ce que Mhm. c'est toujours difficile ou bien ça dépend? Tu as parlé aussi, Jacqueline, avant du fait qu'aujourd'hui on fait souvent des plus petites productions avec moins de comédiens ou de comédiennes. Est-ce que ça aide aussi justement en réduisant les coûts de plateau à faire tourner, ou bien il y a quand même toujours ce problème du manque d'espace, des calendriers qui sont trop remplis? Alors, on est encore un peu dans la queue de la comète et du Covid, encore maintenant Ouais. quand même, hein, parce qu'il y a Mhm. eu quand même Mhm. beaucoup de, Mhm. de bouchons, j'ai envie de dire. Et puis la plupart des théâtres, et tant mieux d'ailleurs, ont tenté de reprogrammer des spectacles qui n'avaient pas pu l'être pendant la période Covid. Ce qui fait qu'on se rendait bien compte que c'est pas parce que la situation s'était débloquée au niveau du Covid que les théâtres allaient pouvoir ouvrir à nouveau leurs portes Voilà, comme ouais. auparavant. Donc ça, évidemment, c'est compliqué, hein. Et surtout de rattraper le retard aussi pris, quoi. Voilà, c'est ça, Mm. absolument. Ouais. Et puis bah, justement, commençons à parler du public alors. Je pense que le Covid aussi a aussi eu certaines influences, on les a aussi vues, on les a étudiées, et puis elles sont maintenant un peu plus connues. Comment, selon vous, selon vos observations, est-ce que le public a changé un petit peu ses habitudes par rapport à sa consommation, si on peut dire ça comme ça, de spectacles? Moi, j'entends tout et son contraire. J'entends des théâtres qui disent « Ouh là là, c'est beaucoup plus compliqué », notamment pour les abonnements. Alors ça, j'entends quand même assez souvent que les abonnés n'ont pas forcément repris leurs habitudes d'avant Covid. Il est vrai que voilà, les streamings, les habitudes peut-être plus domestiques de regarder des choses à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, pour certains ou certaines, ont modifié quand même leurs habitudes à ce niveau-là. Et puis, il y a d'autres théâtres qui disent non, mais ça revient quand même plutôt bien. Donc, apparemment, je ne sais pas, je pense qu'on peut être quand même assez confiant à ce niveau-là. Je ne sais pas, Philippe, si toi tu as des choses à Oui. dire. Je disais tout à l'heure que j'étais un grand Tu es optimiste. un grand optimiste, toi, donc bah, tout va bien Mais alors. peut-être donc il y a bientôt une nouvelle étude qui va sortir justement sur la troisième étude qu'on fait en fait tout au long de cette période de Covid, Ouais. puis là on sera dans le post-Covid, si Mhm. on peut dire ça comme ça, pour connaître un petit peu les comportements. Ça, effectivement, il y a plusieurs problèmes quand même. Et l'un, en fait, est le porte-monnaie. Semble-t-il que le porte-monnaie, en fait, que souhaitent que les gens vont accorder à la culture baisse. Hein. Il y a moins de sous dedans. Mhm. Alors ça, c'est effectivement un souci. Et puis, il y a une privatisation aussi de l'acte culturel, aussi, qu'on ressent en particulier dans le cinéma, évidemment, hein, qui est disons, le domaine qui a le moins bien repris, Ouais, même si ça dépend. Et puis peut-être dans les arts de la scène, si ça a bien repris, c'est bien, c'est fantastique. Il y a peut-être un élément qui a un peu changé, c'est qu'il y a des spectacles qui marchent très bien. C'est ceux qui sont les good news, un petit peu. Hein. Voilà, ouais, Voilà. plutôt, Et bonne puis, ambiance, quoi, ouais. les formats un peu plus laboratoires, un peu plus Dramatique, performatifs, etc., où il y a un peu plus en fait de travail Mhm. intellectuel ou émotionnel, semble-t-il que ça tient un petit peu moins. Ouais. Donc, et ça, c'est aussi intéressant, je pense, comme un reflet. Peut-être qu'à la sortie du Covid, les gens ont peut-être besoin de réconfort, Bien sûr, ouais. plus que de travailler sur des thèmes. Enfin bref, on pourrait passer la nuit, Ouais, je non, pense, c'est pour, sûr, pour, quoi. pour parler de ça. Mhm. Mais il y a certainement en fait des éléments qui font que la crise a quand même une conséquence, je dirais à plus long terme, Ouais. sur ce qu'on appelle les pratiques culturelles. Mhm. Mais ça, on devra l'étudier et aller vraiment justement vers ces publics parce qu'on doit les regagner. Et puis, on ne peut pas dire en fait que
la culture dont on parle, en fait, c'est un bout du public qui s'y Ouais, bien intéresse. sûr. Et ça, c'est la préoccupation principale. J'ai une étude récente de la ville de Lausanne montre qu'en 20 ans plus tard, la sociologie des, euh, des personnes qui pratiquent, enfin, qui consomment la culture n'a pas changé. En Donc fait, c'est les mêmes qui étaient là il y a 20 ans encore. les Et mêmes puis ça se... catégories de Ouais, personnes, dans le fond, consomment plus ou moins la même chose. d'accord. Et désolé, le terme consommer, mais, parce que la culture, c'est pas, on Je le consomme pas la concède. culture. Mais quand même, on a en fait une certaine stabilité en fait dans les Ouais. pratiques culturelles. Et ce qui veut dire quand même que tous les efforts qu'on fait dans la démocratisation culturelle, ben C'est plus difficile que ça, quoi. c'est plus Ouais. difficile qu'on croit et c'est un véritable enjeu. Donc, aborder la culture, puis c'est là que je voulais en venir avec, quand on disait le terme Ouais. public, pour moi, le public, ça reste quand même le cœur de la proposition, même s'il y a l'autonomie de l'art. Et la culture est un investissement public pour la cohésion sociale. Bien sûr. Il est un investissement pour l'attractivité économique, il est pour l'attractivité urbaine, il est un atout pour le tourisme, etc. Et ça, c'est aussi l'avenir, c'est-à-dire de développer des politiques plus transversales, aussi au niveau politique, entre les différents niveaux. Pourquoi pas soutenir économiquement une compagnie parce qu'elle fait une proposition qui va générer du profit. Voilà, bref, pour donner un exemple. Ou pourquoi pas soutenir un projet avec de l'argent social parce qu'il permet de travailler sur des questions d'intégration, etc. Mais je pense qu'on doit davantage croiser ces politiques publiques pour trouver en fait également un financement à hauteur de cet investissement. Juste une petite question rapidement par rapport à ça. Est-ce que le fait de peut-être aussi se dire qu'il faudra dans le futur aussi plus soutenir des choses transversales, ça complique pas encore, ça rajoute pas une couche encore supplémentaire de travail ou bien de recherche et puis de complexité dans tous ces domaines-là pour les personnes qui font partie de ce vivier culturel? Oui, sur un plan oui, mais je dirais c'est de l'exigence des projets. Donc Dans les l'exigence de la exigences sont aussi, conception des projets. ouais. Pour comment est-ce que, dès le départ, dans le fond, je pense à ces objectifs-là. Ça, c'est et je pense que l'acteur culturel est en train de se transformer en un entrepreneur culturel aussi, un peu, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ça, c'est un peu, c'est l'évolution de notre société. Et j'aimerais dire que c'est pas que l'acteur culturel. La transformation, c'est ce que je disais, parce qu'on a fait ces fameux projets de transformation, Covid, pendant 2 ans, mais il y a encore un acteur qui doit se transformer, c'est les pouvoirs publics dans ce domaine-là. Et on a fait, par exemple, il y a 2 mois, un séminaire commun entre l'Union fribourgeoise du tourisme et le service de la culture. On a mis les acteurs ensemble. Et on se rend compte, en fait, au bout, que pour développer des projets qui sont justement en transversaux, c'est l'UFT, le service de la culture, le service de la promotion économique, et ça qui doivent se mettre aussi autour de la table. Et ça, c'est une exigence vers les pouvoirs publics, où nous, on doit se transformer pour pouvoir permettre cette évolution. Donc, quand tu parlais de partage et de système, tous les partenaires sont concernés, nous aussi. Et c'est absolument important. Et c'est une responsabilité qu'on a, comme au sein de l'État, de se poser ces questions et de faire évoluer les choses. C'est pas juste un vœu pieux. Et je pense qu'il y a vraiment... l'issue des discussions était vraiment très positive, aussi du point de vue des pouvoirs publics, à avancer vraiment ici. Mais il y a vraiment il y a du marché aussi. C'est pour ça que public, marché, etc. Il y a quand même, pour donner peut-être encore un aspect, on a quand même beaucoup de formats artistiques, désolé de le dire, mais qui ne trouvent pas leur public, qui ne trouvent pas leur marché. Et ça, c'est aussi une problématique. Je pense que c'est très important pour l'évolution artistique de pouvoir protéger un peu ce travail-là. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire que ça. Et puis, c'est très important aussi qu'on ait des productions qui puissent être, qui puissent être appropriées par ces publics. Et
Et ça, c'est une attention aussi que les artistes, les compagnies doivent avoir. Elles l'ont. Mais je pense qu'on Bien doit sûr, encore ouais. davantage travailler Ça touche aussi dans à ce domaine-là. à la communication, à la Voilà. promotion, j'imagine, hein. Ouais. Puis je voulais aussi vous poser un peu la question par rapport à ça. Comment est-ce que ces aspects-là de communication, de promotion ont changé avec le temps? Et est-ce qu'il y a aussi un peu plus un sentiment de concurrence peut-être qu'à l'époque, étant donné que maintenant on est aussi face à une offre qui est plus visible, qui est plus grande? Oui, mais bah, précisément, mais pour revenir à ce que tu disais, Philippe, moi je suis absolument d'accord avec ça. Simplement, on est, je veux dire, il y a une professionnalisation qui regroupe plein de métiers différents dans ce que tu viens de dire, n'est-ce Ouais. pas? Ouais. Et pour la plupart des compagnies, eh Ouais, bien, c'est compliqué. ça veut dire se former dans tellement de secteurs qui requièrent des compétences spécifiques. Et c'est pas facile, quoi. C'est Non. pas facile. Non, Et non, ça effraie beaucoup. Ça effraie beaucoup de monde. Donc voilà, et je me demande à quel point il C'est n'y aurait peut-être pas aussi une un formation frein, quand hein, même ouais. à donner à Ouais. certains qui auraient envie quand même de se lancer Ouais. dans des choses qui sont un peu vertigineuses, quoi, pour beaucoup de compagnies. Donc c'est pas facile. Donc voilà, je pose la question, hein. En théorie, on est tous d'accord, il y a des très belles perspectives. Dans la réalité du terrain, Mhm. parfois c'est un peu plus compliqué, un peu plus raide, hein. Non, je pense qu'on demande énormément de compétences Oui, différentes. oui, Et c'est là où, dans l'organisation en fait, de la culture, on doit travailler. Tu as parlé de mutualisation, quand tu évoquais tout à l'heure l'administrateur oui, pour plusieurs compagnies. Ben voilà, un chargé de diffusion pour plusieurs compagnies. oui, Euh, un œil extérieur qui s'occupe ou d'aller peut-être, qui connaît bien le milieu, par exemple, touristique. Par exemple, de faire une collaboration pour des projets, etc. Je pense qu'on doit davantage évoluer dans le design de l'organisation des projets. Et ça, ça demande aussi un travail de gestion de projet, etc. oui. Et tout ça, on doit le travailler. Et je pense que c'est aussi de la formation, c'est aussi plein d'aspects qui sont liés à ça. On forme dans nos hautes écoles au cœur de métier. Peut-être qu'on doit encore renforcer en fait la formation sur ces secteurs-là. Voilà. Je dirais un petit peu le management des Tout ce projets. qui est en Tout périphérie, ce un qui est en peu du périphérie, TTR, parce que c'est très ouais. important aujourd'hui. Alors, je pose la question, est-ce que le service de la culture a un rôle à jouer là? Si oui, de quelle manière? Alors par exemple, dans la mise en place on en a parlé à la manufacture, Mhm. dans la mise en place justement de formations complémentaires aussi dans ce domaine-là pour les artistes, comédiens, pour les musiciens, aussi pour les metteurs en scène, etc. Sur tous ces aspects-là. Mais c'est un élément, mais il y en a encore d'autres, et puis on doit travailler ensemble. Je pense que Artos fait aussi un très gros travail de ce côté-là. Il y a peut-être encore d'autres formations à mettre sur pied. On doit renforcer tout ça. Oui. Ouais. Oui, Je parce pense. qu'encore une fois, si on revient au budget, on en parlait tout à l'heure, Ouais, aussi, ouais. toutes ces compétences-là, bah, ça a un coût, effectivement, Mhm. pour les professionnaliser. Ouais. Et les compagnies n'arrivent pas à gérer tout ça et à mettre tout ça dans leur budget. Donc ça, c'est Non, très bah voilà, il y a difficile. aussi de la formation continue ou supplémentaire Voilà. à prendre en compte, Absolument. qui n'entre pas aussi là-dedans, quoi. Mm. Ouais, tout à fait. Et bah, du coup, on parlait de la promotion, de la communication, c'est des aspects, hein, je pense, qui ont beaucoup changé. Je pense qu'il y avait beaucoup moins d'efforts dans ce genre-là qui devaient être faits à l'époque, hein, si tu me corriges, hein, mais... Bah, forcément, d'abord, je veux dire, les réseaux sociaux, tout ça a beaucoup changé aujourd'hui, donc évidemment, mais c'est une chance aussi extraordinaire, parce que du coup, ça élargit beaucoup le panel de la communication et de la diffusion, hein. On n'avait pas ça, évidemment, il y a encore quelques années, donc c'est clair que ça, c'est important. Mais de nouveau, ce sont des métiers, ce sont des compétences, gérer un site, etc. Tout ça, c'est chronophage, Ouais. et ça fait partie aussi de compétences, voilà, qui sont financièrement parlant importantes, clairement. Et puis, on est plus nombreux aujourd'hui, donc forcément, la concurrence, évidemment, elle va de pair avec tout ça, quoi. Elle est C'est rude évident. ou elle est bonne? Mais c'est de l'émulation. Moi, j'ai jamais... Enfin, moi, je considère vraiment que... Moi, je ne vois personne comme un ennemi. Je veux dire, j'ai envie de Bien dire sûr que... non, ouais. J'ai envie de dire que si une compagnie tourne, c'est qu'elle en a les compétences et c'est qu'elle est remarquée pour ça. Donc, si
Après, c'est difficile de dire ça parce qu'il y a forcément des gens qui ont du talent et qui ont peut-être pas forcément la possibilité. C'est des questions de chance, c'est des questions des fois de hasard aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on voit celui-là ou pas celui-là? Je veux dire, j'ai pas envie non plus n'est-ce pas, de mettre des bons points à celui-ci ou pas à l'autre. Mais moi, je vois les choses en termes d'émulation plutôt qu'en concurrence. Parce que finalement, ça n'a aucun intérêt de se tirer dans les pattes, quoi. Le terrain est déjà suffisamment compliqué comme ça, donc on va pas se trouver des ennemis en plus. Voilà. Non. Et une dernière question aussi pour toi, Jacqueline, encore, enfin pour les deux, hein, je pense que vous avez les deux de quoi en parler, mais il y a aussi un autre aspect par rapport au public, puis par rapport à l'environnement dans lequel on est ici. En quoi les barrières linguistiques, justement, le bilinguisme ici qui est présent à Fribourg, mais aussi la séparation un petit peu de la Romandie avec le reste, elle influence la production et la diffusion. Non, c'est une autre question, Ouais. mais on constate effectivement que comment dire, les zones ou les régions linguistiques jouent quand même encore un très grand rôle. Corodis, par exemple, a accueilli le canton de Berne, en fait, maintenant comme membre, et on est en train de tester en fait cette circulation des spectacles sur l'espace germanophone. C'est pas simple. Parce que, bon, il y a la question de la langue, techniquement, et puis, mais c'est pas seulement ça. Il y a aussi, en fait, des environnements mentaux différents, etc., des références différentes, de culturelles différentes, etc. Et c'est pas tout à fait simple. En danse, puisqu'on parle des arts de la scène, c'est évidemment plus facile, mais on y retrouve aussi quand même encore des éléments qui sont liés en fait à ces espaces sociolinguistiques quand même spécifiques, puisque je sais pas, les médias sont aussi par exemple cantonnés par région, etc. Donc faire la promotion, pour revenir sur ce thème-là, c'est pas évident d'un spectacle fribourgeois à Berne ou comme ça. On a envie de renforcer ça, on a des projets d'ailleurs, par exemple on parlait de culture école tout à l'heure, par exemple, on a vraiment des échanges avec Berne, des classes qui viennent à Fribourg, des spectacles fribourgeois qui partent aussi, mais on doit évidemment avoir des produits qui soient accessibles par un public qui est allophone ou qui est de l'autre langue, etc. Mais c'est pas simple, hein. Mais je pense on peut encore améliorer ça. On a eu des spectacles, par exemple, peut-être pour compléter cette carte qu'on a fait des arts de la scène. Bon, il y a un acteur majeur qu'on n'a pas mentionné, mais c'est pas le public, c'est le Théâtre des Os. Ouais. C'est quand même en fait la principale scène fribourgeoise de création, hein, avec une maison qui a tous les artisans. Hein. On y trouve tout pour faire un spectacle. C'est extraordinaire, c'est rare, et on en est très fiers. Et on doit absolument aussi le renforcer. Ouais. Et bien, le Théâtre des Os a, par exemple, des tournées en Suisse alémanique, aussi, avec des réseaux de collaboration, avec des salles, etc. Donc ça marche, mais c'est aussi un travail de longue haleine sur ce terrain-là. Ouais. Il faut des formats, etc. Il faut adapter les spectacles. Il y a aussi des compétences, d'avoir aussi des comédiens, des comédiennes, puis des le équipes. Surtitrage, ça le coûte surtitrage, aussi, ça coûte, etc. Mais c'est important, hein, c'est super important. Vraiment important. Hein. Ouais. Et dans l'échange suisse, je pense que de cette Willen Nation, c'est vraiment important d'avoir justement ces choix, ces croisements. On aura au mois de mai prochain, là, je suis côté pub, hein. J'aurai pas une. On aura les rencontres de théâtre suisse qui se dérouleront à Fribourg, où justement on va montrer des spectacles qui ont été primés au public fribourgeois, par exemple. Ben voilà, c'est typiquement en fait ces moments où on essaye d'hybrider les publics, les propositions culturelles qui viennent de toutes les régions du pays. Moi, je reviens d'une tournée à Bâle, là, par exemple, avec une compagnie fribourgeoise bilingue. C'était un spectacle jeune public, mais c'était un bonheur que de voir ces enfants qui étaient en plus avec des élèves d'Alsace. Donc la ville de Bâle avait financé aussi, dans le cadre des médiations culturelles, l'invitation des Alsaciens et des Bâlois. Et ben ça, je veux dire, ça fait toujours chaud au cœur, parce qu'on se dit que voilà, dans ce monde chaotique où les gens ont peur et l'angoisse est terrible, tu me demandais
des fois pourquoi on faisait ces métiers. Eh bien, Pour ça. des fois, je me dis, quand je vois ça, c'est aussi un outil de paix, le théâtre. C'est un outil de grandeur et de dignité aussi. Et je me dis que quand les enfants ont la chance de pouvoir se dire, à un moment donné, effectivement, plutôt que d'entendre l'angoisse des adultes, le rire des enfants, mais je me dis que c'est tout gagné pour leur futur, quoi. Voilà. Et si on peut contribuer un tout petit chouïa à ça, bah, c'est qu'on n'a pas tout à fait perdu notre temps dans cette vie. Non, c'est tout juste. Magnifique. Bravo. Bah, sur ces belles paroles, je crois qu'on va s'interrompre là pour les questions. On a la chance d'avoir un public avec nous aujourd'hui. Donc je voulais aussi ouvrir un petit peu les questions ou bien vous demander si vous aviez encore d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez discuter. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à demander. Profitez, hein. J'en ai une question au niveau de la formation. On parlait de compétences ou de formations qui pouvaient être données à des comédiens, comédiennes ou personnes qui sont investies dans des compagnies. En y pensant, je me disais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'axer peut-être certaines formations qui sont des formations de communication, de marketing, moins sur des concepts de on va vous former à vendre un produit commercial ou autre, et peut-être essayer d'ouvrir un peu ces horizons-là pour que des gens qui ont fait ces formations-là et qui sont spécialistes dans ces questions s'intéressent à ce domaine et essayent de mettre ces compétences à profit de compagnies de théâtre ou de salles de concert ou de musiciens, musiciennes, etc. Je ne sais pas si dans ce sens-là ça pourrait aussi marcher en fait, vu que ces gens-là font une formation qui est dédiée à ces compétences-là, et pas juste rajouter encore plus de poids sur les personnes qui ont déjà des formations à suivre. Je répète juste ta question au micro, comme ça on l'a bien entendu. En gros, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aussi axer les formations dans les domaines périphériques, j'ai envie de dire, liés aux arts de la scène, comme la communication, l'administration et autres, sur aussi la gestion de projets plus culturels que commerciaux. C'est ça. Non, je pense que c'est une excellente question. Je pense qu'on ne peut pas avoir 1000 métiers et être bon dans 1000 métiers. C'est aussi peut-être par rapport à l'échange qu'on avait tout à l'heure. Il faut s'associer avec des professionnels qui peuvent permettre en fait vraiment d'améliorer sur tous les aspects, tous les volets, un projet. Et pour ça, il faut effectivement faire appel à des... D'ailleurs, c'est le cas. Je veux dire, quand on fait une affiche, c'est un graphiste. Quand on fait une campagne de médias sociaux, c'est un spécialiste, etc. Donc, on s'associe déjà à tous ces professionnels-là pour pouvoir développer un projet. Sinon, aujourd'hui, il n'existerait plus déjà ce projet. Je pense qu'on a déjà tout ça. Mais encore faut-il avoir, en fait, le chef de projet, à quelque part, si j'ose me permettre ça, qu'il ait quand même suffisamment cette connexion et les connaissances pour pouvoir être ce généraliste chef qui conduit cette PME avec tous ces mandataires. Et c'est ça qui est aussi parfois complexe. Et ça, il doit l'apprendre. Et si il doit après savoir quelle est la loi qui s'applique pour faire un contrat X, là, il peut bien sûr avoir un administrateur qui est responsable de ça. Mais il doit quand même savoir qu'il en faut un. Et comment est-ce qu'il doit en fait gérer ça? Pour lui, quelle est sa responsabilité? C'est en ce sens-là qu'il faut avoir un entrepreneur qui soit un esprit d'entrepreneur, mais pas d'accumuler toutes les compétences, parce que sinon c'est juste pas possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Moi j'ai eu une autre... Ah oui, Adriano? Il semblerait que l'impulsion de la révolution culturelle à Fribourg ait provienne du bas. Donc là, je parle un peu dans le contexte que vous avez évoqué, Mme Corpato, au début de l'entretien. Je me demandais si... on a vu ensuite que les institutions ont suivi en créant des structures adoptées, etc. Et je me demandais si, aujourd'hui, à votre avis, est-ce qu'on est dans le même paradigme? Est-ce que l'impulsion, si on veut, une nouvelle marge de progression doit également venir du bas? Ou bien peut-être autre chose. Ouais. Donc je répète aussi un peu la question, puis j'essaie de résumer un peu, mais c'est en soi que on a vu qu'il y avait à l'époque beaucoup de personnes un peu du milieu qui ont fait grandir et évoluer un petit peu cette scène-là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est dans une nouvelle dynamique qui pourrait être similaire ou non face aux problèmes aussi actuels? Ou bien est-ce que ça viendra d'un autre acteur du milieu, des pouvoirs publics ou autre? Moi, je crois que ce sont des réactions de solidarité et de partage. Il
vraiment, je ne... Évidemment que les besoins spécifiques du terrain, ça vient du bas, ça vient des gens qui pratiquent, hein, qui savent exactement ce dont ils ont besoin ou quelles sont les choses qu'on peut améliorer. Mais aujourd'hui, on a vraiment besoin, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on sent qu'il y a des dialogues possibles. Il y a encore quelques années, on n'avait jamais la possibilité d'être invité à la table du service de la culture pour pouvoir se dire, ok, on est à votre écoute, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Ça, c'est vraiment pour moi la grande progression de ces quelques dernières années, en fait. Parce que les outils culturels aujourd'hui, ils existent. On a ce qu'il faut. Pour pouvoir travailler de façon, même on nous l'envie. Moi, j'ai pas mal d'amis vaudois, genevois qui disent qu'aujourd'hui à Fribourg, on peut vraiment parler d'une belle politique culturelle. Donc ça, voilà, je veux dire, l'enveloppe existe. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur qu'il faut qu'on améliore et qu'on travaille ensemble pour y arriver. Voilà, ça c'est la vraie question. Donc, pour moi, c'est pas une question de savoir si ça vient du bas ou du haut, mais c'est vraiment à une échelle presque horizontale qu'il faut vraiment qu'on développe les choses. Me semble-t-il. Très belle réponse aussi. J'ai oui, une autre petite question. Ouais, si je peux rebondir sur cet ensemble, ça me permet de faire la transition avec la question de la transversalité, de joindre les différents milieux, la cohésion sociale, la culture, le développement durable. Et c'est effectivement quelque chose qui est vers lequel on se dirige, mais ma question c'est comment est-ce qu'on le développe en concret, dans le sens, c'est ce que... ça a l'air super, mais est-ce que c'est parce qu'il y a des discussions entre chefs de service, des discussions qui se passent entre le canton, la ville, comment est-ce qu'on agence? Je répète aussi juste qu'on entende bien, mais c'est justement cette idée de faire ensemble, de faire des choses plus transversales. Comment est-ce que ça se développe? Comment est-ce qu'on émulsifie un petit peu? Comment est-ce qu'on met tout ce monde ensemble pour créer des choses? Je dirais que avec les années, je dirais que c'est souvent en fait lié à des personnes qui ont envie de travailler ensemble, parce que il n'est pas évident en fait de sortir des logiques sectorielles. Et puis la durabilité, pour prendre ce cas-là, c'est typiquement quelque chose qui traverse. Et donc c'est un challenge, pour l'État par exemple, même en son sein même, de se dire comment est-ce qu'il aborde une telle quelle question, comme n'importe quelle entreprise, comme n'importe quel citoyen, qu'est-ce que ça veut dire cette durabilité pour lui, et en plus dans les outils pour pouvoir faciliter en fait cette transition écologique notamment. Et donc il y a énormément de travail à faire pour faire en fait que les choses se croisent. Pour reprendre un exemple, par exemple la politique en fait sur la diversité écologique ici a fait l'objet d'une politique qui a été présentée par le Conseil d'État il y a quelques mois. Eh bien, la médiation la zone où on dit pour ça il faut en fait un outil de dialogue avec la population, il faut pouvoir donner des faits, expliquer ce qui se passe, etc., a été donné à une institution culturelle, c'est le musée d'histoire naturelle. C'est pour donner un exemple où comment est-ce qu'une institution culturelle peut aussi répondre à un moment donné à une préoccupation telle que celle-là. Après, si on revient sur les arts de la scène, la durabilité, c'est une question qui est abordée de manière très, très régulière. Ça pose des questions un peu assez existentielles. Par exemple, on pourrait se dire, oui, cette équipe qui part à l'autre bout du monde pour faire de danse, qui part en Australie pour faire un spectacle, c'est pas écologique. On pourrait partir avec ce genre de présupposés. Et puis, comment construire en fait une manifestation pour qu'elle soit la plus écologique possible aussi, ça en serait une autre. Et les institutions culturelles travaillent beaucoup aussi sur ce sujet-là pour s'améliorer. Et pour l'instant, les pouvoirs publics ne viennent pas, et ça serait complètement inutile
avec des contraintes. Par contre, elles expriment leurs attentes et puis elles demandent en fait aux institutions culturelles de réfléchir à la façon dont elles pourraient, dans le fond, intégrer ces composantes dans leurs activités. C'est plutôt comme ça en fait qu'on travaille, c'est-à-dire à travers une sorte de convention ou de missionnement. Je parlais de ça tout à l'heure, c'est-à-dire je sais pas moi, de la ville de Fribourg qui demande aux salles comment est-ce qu'elles traitent cette question de la durabilité et comment est-ce qu'elles peuvent s'améliorer. Alors il y a par exemple le développement d'une boussole qui permette en fait aux salles de se poser à partir d'un certain nombre d'éléments sur cette question de la durabilité. Là aussi, ce n'est pas à travers des contraintes ou des façons de régir comme ça qu'on arrivera à quelque chose, mais avec le dialogue, avec comprendre en fond les problèmes, essayer de les adresser, ensuite trouver des solutions. Et en fait, l'acteur culturel est celui qui est plus à même, dans le fond, de trouver des réponses. Et on doit l'aider à le trouver. On doit peut-être le soutenir financièrement pour qu'il les trouve, etc., etc. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à mettre en branle, si j'ose dire ça comme ça, en fait, cette durabilité qui souffre de tellement, en fait, de résilience d'un autre côté. Donc, faire évoluer les choses, c'est quelque chose de complexe. En outre, je trouve que la question de la diversité culturelle est importante et c'est juste pour être bien clair sur ça, par rapport à mon exemple d'Australie, je pense que c'est aussi, la durabilité, elle passe aussi par l'échange culturel. Donc je pense que ce n'est pas en disant tout d'un coup, on ne fait plus de tournées internationales qu'on a résolu le problème, tout au contraire. Je pense que c'est dans l'échange, c'est dans cette prise en compte en fait de logiques différentes de différents pays ou différentes régions culturelles qu'on arrive en fait à avoir un sentiment commun de collectif qui nous permettrait d'avancer. Donc je pense qu'il parfois faut pas jeter la grand-mère avec l'eau du bain. C'est très important. Oui, Voilà. mais il y a une conscience aujourd'hui. Autrefois, Ouais, on se disait, très ok, belle je peux aller faire un spectacle au Japon pour une représentation. Aujourd'hui, on se pose la question. Voilà, déjà. Ouais, ouais. Et franchement, je pense qu'on est dans... Alors, encore une fois, le mode d'emploi n'existe pas, mais je pense qu'on prend conscience différemment aujourd'hui de ce qui se passe Voilà. et du sens qu'on peut donner à ce qu'on fait. Et ça, c'est important. C'est une avancée aussi, ça. Et une prise de conscience aussi des réseaux, des réseaux proches. Je pense que c'est vraiment quelque chose, des circuits courts, comme on dit. Et ça aussi, c'est Oui. quelque chose. Alors là, il y a une prise de conscience et qui s'est traduite Complète, concrètement oui, en fait, dans la gestion de projet. Totalement. On se retrouve vraiment avec des choses avant qui n'étaient pas un peu inimaginables, qui tout d'un coup peuvent vraiment se réaliser avec l'intelligence du lieu et sans faire appel à des partenaires qui sont trop éloignés. Magnifique, je crois qu'on a fait le tour, on va s'arrêter là, on est déjà un peu tard. Hein. Il commence à faire froid quand même ici, on a enlevé le chauffage pour les micros, mais voilà. Je sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter pour la fin, s'il y a une dernière chose qu'on n'a pas évoquée qui est importante, ou bien un petit mot philosophique. Alors on était déjà pas mal dans la philosophie, quand même, hein, là, mais me ouais, semble-t-il. ouais. Oui. On y va comme ça? Oui, je pense que c'est bien. Magnifique. Merci Alors, beaucoup en tout cas pour merci, l'invitation, merci, pour cette oui. occasion d'échange. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et l'énergie d'être venu partager tout ça avec nous aujourd'hui. Merci au public aussi qui est là avec nous. Merci à Tim et à Laure qui sont à la régie. Et merci à Guillaume Prin qui nous a accueillis dans sa magnifique remorque scène. Oui, absolument. Et pour terminer, merci aussi à Blue Factory pour l'organisation de ces journées de la culture et puis pour l'invitation aussi de faire cette discussion ici. Une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine pour EDC Talk 9. Merci. Au revoir. Merci.